réservé aux femmes, la compétition est rude. En 1935, ce sont près de 2000 femmes qui postulent pour les 43 postes proposés par TWA. Les sélections sont impitoyables. Les candidates doivent mesurer entre 1,52 m et 1,62 m et peser entre 45 et 53 kg. Les exigences de poids étaient très strictes. D'ailleurs, une fois qu'on était engagé, on se faisait peser toutes les 6 semaines. Et si vous étiez prise en flagrant délit de surpoids 3 ou 4 fois, vous étiez envoyé. Et les sélections ne portent pas seulement sur l'aspect extérieur. Nous devions tout savoir d'un avion. On nous apprenait la météorologie, l'aérodynamique, mais aussi à gérer les situations de crise, car c'était nouveau pour beaucoup de passagers. Les hôtesses ont pour mission de rassurer les passagers non habitués à voler. Certaines personnes étaient très nerveuses, et nous devions essayer de les calmer au mieux. On s'en sortait bien en général. Elles doivent aussi être parées à n'importe quelle éventualité. Elles portaient des capes munies de grandes poches. Et dans ces poches, il y avait une clé à molette, un marteau et des horaires de train. Car si la météo devenait trop capricieuse, alors les avions regagnaient le sol. Et les hôtesses devaient pouvoir renseigner les passagers sur les horaires de train afin qu'ils arrivent à bon port. 6 ans après le lancement du DC-3, la vente de billets d'avion aux États-Unis s'est vue multipliée par 6. En 1939, 350 DC-3 sortent de l'usine Douglas. Il devient alors le roi incontesté des cieux. On a estimé que 80% des avions survolant les États-Unis étaient des DC-2 ou DC-3. C'était un quasi-monopole. Commercial aviation came of age. No aircraft in history has earned a greater reputation for dependable service than this universally famous 21-passenger transport. En plus d'aider à relancer une économie sinistrée par la Grande Dépression, le DC-3 allait bientôt se voir confier une nouvelle mission: aider à sauver le monde d'une terrible menace. En décembre 1941, les États-Unis entrent en guerre après l'attaque de Pearl Harbor. The triumph of the century, death and destruction as gratitude for years of peace. Since the unprovoked and dastardly attack by Japan, a state of war has existed. L'armée a besoin d'un appareil fiable afin de transporter les troupes et le matériel sur le front. Mais la création d'un nouvel avion prendrait trop de temps. Heureusement, l'armée et le gouvernement américain ont déjà leur petite idée. Roosevelt a jeté un œil sur les avions utilisés à l'époque. Il a particulièrement adoré le DC-3. L'ordre est tombé, le DC-3 partira en guerre. Douglas invite son équipe sur son bateau afin de réfléchir aux modifications nécessaires à la transformation de l'avion de ligne en avion de transport militaire. Il est amusant de voir que celui qu'on surnommait le train des airs allait se transformer en cheval de bataille militaire. Tout ce qu'ils ont fait, c'est poser une porte-cargo et retirer le plancher, pour qu'on puisse y faire entrer de lourdes charges. C'est un si bel et puissant avion qu'ils n'ont pas eu à modifier grand-chose. Le DC-3 est rebaptisé C-47. En 1944, un C-47 sort des lignes de production toutes les 34 minutes. Certains d'entre eux sont destinés à la Royal Air Force britannique, qui les a surnommés Dakota. Un nombre faramineux de C-47 a été fabriqué. Ne sachant pas vraiment s'ils pourraient supporter l'intensité du front, ils ont préféré le surproduire afin de ne pas en manquer.
était possible de faire passer une Jeep d'une tonne par la porte cargo et de la transporter. Ainsi que 28 soldats, et souvent plus. En Birmanie, un Dakota de la Royal Air Force parvient un jour à évacuer 65 blessés. Les C-47 transportent les troupes ainsi que le matériel dans chaque zone de combat. Le C-47 a joué un rôle très important dans le dénouement de la guerre. Le général Eisenhower a déclaré qu'il avait été un élément essentiel à la victoire alliée. L'heure de gloire du C-47 arrive au moment le plus décisif de la guerre. La veille du débarquement au-dessus des côtes françaises, Julian Budweiss pilote un C-47 non protégé, transportant 21 parachutistes au-dessus de la Manche vers un barrage de feu ennemi. On pouvait voir les tirs de défense anti-aérienne arriver depuis le sol, et les rafales de mitraillettes suivaient. Il était impossible de tout éviter. On se considérait chanceux de ne prendre que quelques rafales. Préparez-vous à sauter. Le C-47 s'apprête à larguer ses troupes à 8 km à l'intérieur des terres françaises. Don Jackway, 21 ans à l'époque, va vivre le plus terrifiant moment de sa courte existence. Si on hésitait une seule seconde avant de sauter, notre supérieur avait pour ordre de nous exécuter. Alors qu'on sautait, les balles fusaient depuis le sol. On les entendait nous frôler pendant le saut. On savait que les Allemands nous attendaient, et le moment précédant le saut est un des plus terrifiants que j'ai jamais connu. 821 C-47 constituent la première vague. Aussi étonnant que cela puisse paraître, 800 sont parvenus à accomplir leur mission et sont rentrés à la base, dont celui de Budweiss. L'avion a pris beaucoup de balles. Je suis chanceux d'être retourné à la base. Je n'ai pas connu de problème majeur. Don Jackway va passer près de 8 mois à se battre sur les champs de bataille européens, avant d'être blessé par un sniper nazi. À l'hôpital en Belgique, il retrouve un vieil ami. J'ai vu l'avion médical, et c'était un C-47. Il transportait tous les blessés. Il y a un mort pour 3 blessés dans les troupes américaines. Et ce sont près de 6000 soldats américains qui périront au cours du débarquement. Les mêmes C-47 qui ont largué les parachutistes deviennent des ambulances volantes, contraints d'utiliser des couloirs aériens improvisés. L'avion, surnommé l'Albatros, rapatriera près de 700 000 hommes depuis le monde entier. Les forces de l'Axe ne disposaient pas de transport aérien pour fournir les hommes en matériel, comme en disposaient les forces alliées. Le C-47 a vraiment changé la donne. Le C-47 allait laisser une trace dans la stratégie militaire. Lorsque l'OTAN doit faire face à une crise, que fait-elle? Elle crée des ponts aériens. Et ces ponts aériens sont inspirés et hérités de l'utilisation du C-47 au cours de la Seconde Guerre mondiale. Bien que le dernier des C-3 ait été fabriqué en 1946, ils sont encore des centaines à voler dans le ciel. Il est le seul appareil pré-Seconde Guerre mondiale à encore voler. Rob Bolling et son DC-3 font des livraisons sur l'île de Catalina, sur la côte californienne. C'est génial que ces appareils aient survécu. Cet avion est chargé d'histoire. La conception est exceptionnelle. Je me considère privilégié de voler à bord de cet engin. C'est une merveille. Rob transporte 1300 tonnes de marchandises par an, quelles que soient les conditions météorologiques. Il est facile à contrôler malgré les vents. Il ne vous décevra jamais, mais il faut en prendre soin. Cet avion a 69 ans et fait toujours partie des plus robustes et économiques avions de fret.
C'est l'avantage du DC-3. On transporte du matériel à moindre coût. En 1945, des milliers d'appareils militaires inutilisés sont envoyés à la casse. Le C-47, lui, trouvera un second souffle. Sa vitesse, son envergure et sa robustesse en font l'avion idéal pour l'écriture d'une nouvelle page du transport aérien international. Les C-47 et Dakota réquisitionnés sont de retour dans la vie civile. Ils ont permis l'expansion du transport aérien à travers le monde. C'est devenu une véritable icône. Le DC-3 est l'avion parfait pour les petites compagnies aériennes désireuses d'offrir des tarifs peu élevés en Amérique, mais aussi en Europe. De nombreuses compagnies aériennes, surtout aux États-Unis, mais aussi dans le reste du monde, ont pu acheter pour pas cher un avion de première classe. En 1946, près de 1500 DC-3 accomplissent de petits trajets de liaison à travers le monde. Le DC-3 entrait dans une nouvelle ère. Il n'était plus l'avion principal des compagnies aériennes, mais il était devenu idéal pour les liaisons locales. Des milliers d'anciens pilotes de l'armée retournent dans leur petite ville aux États-Unis à la recherche d'emploi. La plupart d'entre eux voleront de nouveau, mais dans un tout autre contexte. Les DC-3 ne coûtant quasiment rien, on pouvait lancer une compagnie aérienne avec 3 fois rien, et avec un peu de chance, connaître le succès, et beaucoup s'y sont essayés. Le transport aérien s'est répandu, car il est devenu plus abordable. L'aviation civile connaît une véritable explosion en ces temps de paix, et le DC-3 sera appelé en renfort pour jouer un rôle dans un nouveau conflit menaçant le globe. Le 24 juin 1948, Staline déclenche ce que l'on appelle la guerre froide. Les soviétiques interdisent l'accès à des